Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Je suis Steven Corvès et on va parler de la palle dans un contexte un petit peu différent pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne de d'habitude, puisque la page je la fais pas à l'extérieur. Voilà, j'ai opté pour un concept un petit peu différent, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, parce que ça va dépendre beaucoup de la longueur de la vidéo. C'est-à-dire que j'ai prévu pas mal de choses et je serai peut-être obligé de la scinder en deux parties. Voilà, ça dépendra, on va voir un petit peu comment ça va se passer tout ça. Donc, première partie de la palle. Je vais d'abord vous montrer... Alors, la palle, c'est actuel. J'avais prévu depuis un petit moment déjà de la montrer, mais je ne la montre que maintenant. Du coup, y a certains livres que j'ai lus entre-temps, mais j'avais quand même envie rapidement de vous en parler, donc je commence par ça. Le premier des trois livres déjà lus de la palle, il s'agit de ce livre-ci, qui est un livre de John Howe, dont je vous ai déjà parlé, qui est un illustrateur assez spécialiste de Tolkien, qui a participé à la réalisation du Seigneur du film, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, de Peter Jackson. Et là, c'est un livre assez ancien, enfin relativement ancien, qui date de 2002, qui est un catalogue d'exposition, une exposition qu'il a réalisée je ne sais plus où, à Troyes, si je comprends bien, voilà, c'est ça, dans la ville de Troyes, en 2002, avec un certain nombre de dessins qui sont antérieurs à la réalisation du film et d'autres qui sont postérieurs à la réalisation, en tout cas, de la première trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est à cette époque d'ailleurs que j'étais à Rennes 2 encore à ce moment-là en musicologie et j'ai eu la chance de voir certaines de ces peintures, enfin de ces illustrations, de ces dessins, qui étaient exposés à la fac. Il me semble que c'était à la BU parce qu'il y avait une semaine Tolkien qui avait été organisée. John Howe était venu, je l'avais vu en conférence, c'était super intéressant. Voilà, et donc en fait c'est aussi assez marrant parce que ça évoque un petit peu cette période où je sais que j'en ai pas profité au maximum. Je suis assez casanier, donc voilà, j'aurais pu en profiter un peu plus, mais c'est pas grave parce que de toute façon j'ai pu me rattraper par la suite, et puis bon, voilà. Mais c'est vraiment un bouquin très chouette, et puis qui montre aussi différentes interprétations d'une même scène du livre à différents stades, et c'est intéressant de voir l'évolution. Il y a parfois pas forcément de gros changements, mais vous verrez par vous-même. Enfin, si vous avez l'occasion de le feuilleter, allez voir, allez regarder notamment l'épisode du Balrog face à Gandalf, parce qu'il y a des petites nuances et c'est super intéressant. Voilà. Donc celui-là, je l'ai lu, et puis bon, comme tout livre, ou la plupart des livres sur l'univers de Tolkien, je suis assez bon client, donc ça ne peut quasiment que me plaire. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'ai jamais été forcément vraiment été déçu. Voilà, l'autre livre que je viens de lire, c'est la revue Bifrost, le numéro 93, consacré à Peter Watts, qui est un écrivain de SF canadien, anglophone, qui est absolument passionnant. Alors, il y a une interview de Peter Watts par Erwan Perchoc que je vous recommande vivement, en plus d'une nouvelle et puis d'un texte de Peter Watts lui-même, qui est vraiment passionnant parce que ça illustre vraiment sa démarche d'écrivain, mais aussi de personne, et j'aime beaucoup sa vision, parce qu'il est considéré comme par beaucoup de gens comme un auteur assez pessimiste, voire enfin, en tout cas très négatif, et au final, il explique que non, c'est une vision qui est pas forcément juste. Et si on essaye d'aller un peu plus loin, on se rend compte que cette vision, au contraire, elle est pas pessimiste, elle est exigeante. Je vous laisse découvrir. En tout cas, moi, j'ai juste lu quelques nouvelles de Peter Watts, mais ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin, donc je vous la recommande vivement. Voilà. Et pour terminer avec cette palle, donc il n'est pas vraiment une palle, hein, puisque c'est une pile de lus, enfin... Voilà, celui-là, une bande dessinée, c'est Slow Burn de Franquin et Gottlieb. J'ai craqué. Hein. Alors pour un petit bouquin, il est un petit peu cher, mais
pour les fans, c'est quand même assez difficile de résister. Donc il s'agit d'une commande de Gottlieb à Franquin pour Fluide Glacial. Et ensuite d'une réinterprétation de cette même commande par Gottlieb. Donc voilà, c'est très drôle, c'est très court, mais avec quelques petites anecdotes dedans, et c'est assez sympa. Voilà, c'est un petit peu cher pour un bouquin de quelques pages, mais bon, quand on est fan, on est fan. Donc on en arrive à la palle en tant que telle, là, donc c'est vraiment des livres que je n'ai pas lus et qui s'accumulent dans ma bibliothèque depuis quelques temps. J'espérais réduire littéralement, mais je ne l'ai pas fait. Alors, à commencer par ce livre qui est édité chez je ne sais plus qui, c'est pas les presses universitaires de Rennes, j'avais cru au départ. C'est édition Passage, voilà, c'est un livre qui date de 2007 qui se nomme Écriture et improvisation, le modèle jazz. Alors j'espère que la mise au point se fait bien sur les livres que je vous montre et sur mon visage, parce que j'ai un peu changé mon setup pour l'adapter un petit peu. Bon, ça, je verrai si je garde ça, mais peu importe. Voilà, c'est sur la question de l'improvisation en jazz. J'en sais pas plus, c'est un livre qui est arrivé paf comme ça dans mes mains, donc je vous en dirai plus tard. Elle est préfacée par Gilles Moëllic et l'auteur, évidemment, je ne l'ai pas cité, c'est un peu dommage. Il s'agit de Sylvie Chalet et Pierre Le Tessier, que je connais très peu, donc j'espère ne vexer personne par cette méconnaissance des auteurs. Je continue avec La valeur de l'émotion musicale aux presses universitaires de Rennes. Pareil, comme le précédent, c'est un livre qui a atterri dans mes mains sans trop que je prévois, donc j'avais pas prévu de lire ce livre, mais et je ne l'ai pas lu encore pour l'instant, d'où le fait qu'il soit encore dans ma palle. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Pierre-Henri Frogne, Hervé Lacombe, Marianne Massin et Timothée Picard. Et donc on va voir ce que ça donne. Qui sont Pierre-Henri Frogne qui est prof de philo à l'université de Rennes 2, Hervé Lacombe, prof de musicologie, et Timothée Picard, prof de littérature, donc 3 domaines qui convergent dans ce livre, et pas seulement d'ailleurs. Et voilà. Qui m'intéresse à plusieurs titres, puisque ma thèse est aussi une forme de... Et c'est pas une forme 2, c'est aussi une conjonction de ces 3 domaines de la pensée. Voilà, autre livre des presses universitaires de Rennes qui, encore une fois, atterrit dans mes mains sans que je demande quoi que ce soit, et c'est tant mieux, qui cette fois-ci traite de photographie. Ça s'appelle Le paradoxe du détail, voir, savoir, représenter à l'ère de la photographie, écrit par Erika Wiki, ou Vicky, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui est docteur en histoire de l'art à l'université de Montréal, et édité aussi aux presses universitaires de Rennes, mais je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, là on passe à d'autres livres très différents. Alors, je vous avais parlé du journal de Thomas Mann. Alors, attention, je reviens, je vais faire un truc. Voilà. Je viens de fermer une fenêtre parce que, en fait, du coup, à un moment donné, je suis posé et tout. Ça vaut pas le coup. Pas Timothée Picard, Thomas Mann, rien à voir. Le journal de Thomas Mann, celui qui date de 1918 à 1921 et de 1933 à 1939, parce qu'il y a une interruption, tout ce qui a été écrit entre 1921 et 1933 a été détruit par Thomas Mann lui-même. Je vous avais présenté la deuxième partie du journal, celui qui allait de 1939 à 55, je crois, je suis plus très sûr. Je vous avais présenté cette partie parce qu'elle ne me concerne plus directement puisqu'elle couvre la période de l'écriture du Dr Faustus, mais j'ai quand même investi dans cet ouvrage, alors que j'ai acheté d'occasion chez Recycle Livre, un truc comme ça. Qui vend des bouquins d'occasion en très bon état, donc il n'y a pas de souci. J'ai payé ça 13 €, c'est plutôt raisonnable. Et voilà, la couverture est pas très propre, mais à l'intérieur est vraiment nickel, donc c'est super. Donc voilà, et je m'attellerai à la lecture de cet ouvrage bientôt. On reste chez Thomas Mann, donc un recueil de nouvelles, je vous en avais parlé d'autres, qui s'appelle Altesse Royale. Et d'ailleurs, je me semble que
plus qu'un recueil. Non, il y a bien plusieurs textes. Non, c'est un seul, c'est un roman en fait. Mais là, j'ai commencé à voir. Non, c'est bien un roman. J'étais persuadé, en fait, la plupart des ouvrages que j'ai lus de Thomas Mann dans les Cahiers Rouges, la collection de Cahiers Rouges chez Grasset, ce sont des recueils de nouvelles. Donc pour le coup, j'avais en tête que c'était aussi un court roman suivi de quelques courtes nouvelles, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, à lire toujours dans ma dynamique de thèse. Bon, après là, on est beaucoup moins dans le domaine de la thèse elle-même, donc je m'en servirai pas directement, mais pour élargir ma connaissance de Thomas Mann, et parce que c'est un auteur que j'apprends vraiment au fur et à mesure des années à connaître et à apprécier. Je me lasse pas pour l'instant, donc c'est plutôt cool. Alors, 3 petits ouvrages, enfin 3 courts ouvrages, petits, c'est peut-être un peu réducteur parce qu'ils ont sûrement leur importance. Un livre que m'a conseillé mon libraire, qui est assez étrange, une sorte d'ovni un petit peu, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Sur les extraterrestres, théorie du ciel. C'est un livre de 1755, et si vous avez eu le temps de lire le nom de l'auteur, il s'agit de Emmanuel Kant. Voilà, ça m'a beaucoup intrigué, c'est mon libraire qui, connaissant ma curiosité, bon, je suis pas un connaisseur de Kant, hein, mais bon, j'ai lu 2-3 petites bricoles, mais voilà, j'ai hâte de lire ce qu'il en dit. Des extraterrestres. Alors, j'imagine que c'est un peu... c'est pas putaclic, mais c'est un peu... c'est un titre un petit peu qui a pour but d'attirer quand même, parce que je suis pas sûr... il reste à voir si Kant a employé l'équivalent de extraterrestre en allemand. Bonne question. Bah, on verra, hein, je vais le lire. De toute façon, il est très court, donc ça devrait être vite fixé, tout ça. Sauf si je le lis dans un langue. Autre ouvrage, dans la série, dans une collection dont je vous ai déjà parlé, qui est la collection Une heure lumière, aux éditions du Bélial. Cette fois-ci, c'est un livre de Christian Léaurier. Il n'y a pas énormément de français pour l'instant qui ont été édités dans cette collection. Il y a Thomas Day, pour le tout premier ouvrage paru dans cette collection. Et il y a Laurent Klötzer, et il y en a peut-être un autre. Mais bon, il y a aussi maintenant Christian Léaurier, qui est l'auteur d'un cycle de romans qui est le cycle de Lanmeur. Et c'est de la SF, c'est de la science-fiction, et que dire de plus, sinon que c'est une novella. Je rappelle que la collection est une collection de novellas de science-fiction, donc c'est pas du gros roman qu'ils éditent, donc ce qui permet d'éditer vraiment des beaux objets, parce que c'est vraiment tous les numéros de la collection Une heure lumière sont vraiment de beaux livres à un prix qui équivaut à celui d'un livre poche. Alors, évidemment plus court, mais on profite vraiment de l'objet. Enfin, à titre personnel, j'apprécie autant un livre pour sa qualité esthétique. Enfin, évidemment, le texte est plus important, mais le plaisir de lire, il est très lié à la qualité esthétique du livre. Et là, on a des pages épaisses, on a vraiment une belle couve avec des rabats et tout ça, une belle illustration d'Aurélien Polis qui a illustré pour l'instant en tout cas tous les livres de la collection. Donc voilà, je suis impatient, connaissant Christian Léaurier, je suis impatient de lire Elstride. Voilà, je vous ai pas donné le titre. Autre roman, celui-là conseillé par mon libraire, de Léo Henry, qui est un auteur de littérature de l'imaginaire, assez contemporain dans son approche. On est moins dans du roman classique. Bon, après, ça dépend. Il a la capacité de s'adapter aussi à des choses plus traditionnelles. C'est aussi ce qui fait son talent. C'est un livre qui parle de l'immigration, mais dans un contexte imaginaire, donc, et qui soulève les problématiques. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, et qui a une approche, si j'ai bien saisi en tout cas l'intention, qui a une approche très humaniste. Voilà, et c'est édité chez Rivage. Voilà pour ce livre. Ensuite on approche à une autre série de livres un peu différents. Alors celui-là je ne l'ai pas encore ouvert. J'avais commencé à lire les autres. Ce sont les carnets de notes en fait de Lévis Trondheim. Il est emballé parce qu'il y a des cartes, il y a des cartes postales en plus, des grosses cartes postales. Voilà, c'est juste son carnet de voyage qui tient depuis un petit paquet d'années maintenant. Il y en a eu
paquet, c'est le 8e, donc voilà, sachant que moi j'ai beaucoup apprécié, je sais que Levi Trondheim, tout le monde n'aime pas, parce que c'est un gros producteur, il écrit, il y a des choses de qualité très variables. Moi j'aime bien en tout cas ces carnets, parfois c'est pas forcément, ça déplace pas des montagnes, mais on a un petit côté un petit peu journal du quotidien aussi, donc c'est pas forcément extraordinaire, c'est pas non plus son but, mais voilà, ça parle de la vie, et sans vulgarité, voilà, j'aime bien aussi, il y a un côté humain que j'apprécie. Et puis qui change beaucoup de ce que fait Levi Trondheim à côté. Voilà, alors, on revient chez Thomas Mann. Considération d'un apolitique, un livre qui a été écrit en tout cas, ou un recueil de textes, les textes en tout cas, où le livre sont antérieurs ou contemporaines à la Première Guerre mondiale, 14-18. D'ailleurs, c'est ce que je vois, un 4e de couverture, ça se confirme. C'est donc c'est le journal de Thomas Mann pendant la guerre de 14-18. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une grosse évolution dans la pensée politique de Thomas Mann entre la Première Guerre mondiale, où il avait des tendances assez nationalistes, mot à prendre avec beaucoup de précaution, parce c'est pas nationaliste. L'approche nationaliste allemande est très particulière, donc j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Mais et c'est en fait le terme lui-même, surtout compte tenu du sens que ce mot-là prend aussi maintenant, est assez particulier, parce que nationaliste à ce moment-là, mais qui laissait présumer déjà dans l'évolution politique de Thomas Mann de son humanisme et de son ouverture. Faut avoir en tête que Thomas Mann n'est pas communiste, mais il a quand même un certain nombre il a un regard qui s'approche, en tout cas il a une connaissance du marxisme qui fait que son regard est aussi orienté par rapport au marxisme. Donc c'est pas une vision nationaliste, on compte les particularités de l'Allemagne, mais on est quand même dans une dynamique et une vision internationaliste. Donc ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que l'humain est pris en tant que tel et non pas en tant qu'il est allemand, français, chinois, japonais et tout ça. J'espère que c'est à peu près clair, mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce terme nationaliste, faut vraiment le prendre avec beaucoup de précaution. Je vais vous présenter 3 bouquins qui parlent de Pierre Boulez. Le premier, qui est un recueil de textes qui ont été présentés lors d'un colloque sous la direction de Jean-Jacques Nattiez et de Jean-Michel Bardez. Ah non, ça c'est la collection qui est dirigée par eux, mais je pense que voilà, Jean-Jacques Nattiez est derrière l'édition de ce livre en particulier, François Nicolas aussi, et Jonathan Goldman. Donc il y a tout un tas d'auteurs. Alors, avant même de le lire, je regrette juste que le livre ressemble un peu trop à des feuilles A4 reliées. Alors, il est très aéré, mais du coup, j'ai l'impression d'avoir dans les mains un mémoire de master ou quelque chose comme ça. Et bon, après, les textes sont sûrement passionnants et intéressants. Et donc, c'est un livre édité aux éditions de La Tour. Et ça s'appelle La pensée de Pierre Boulez à travers ses écrits. Voilà, qui m'a été conseillé par Kevin Gohon, que je salue au passage si jamais il regarde ses vidéos, qui est doctorant, enfin maintenant qui est docteur en musicologie. Alors, 2 bouquins qui m'a conseillé indirectement, un qui m'a conseillé directement, puisque je m'intéresse, en plus de ma thèse, je m'intéresse aussi actuellement beaucoup au travail de Pierre Boulez. Leçon de musique, qui est le 3e tome de la série dont je vous avais parlé, des points de repère, qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est d'abord édité en un seul tome, puis qui a été étendu et réédité. Le premier tome a été réédité, et là il s'agit du recueil de ses cours au Collège de France, qui se sont déroulés de 1976 à 1995, donc ça s'appelle Leçon de musique. Je suis assez impatient de lire ce livre, avec, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup intrigué, une préface posthume de Michel Foucault. Donc c'est juste un texte de Michel Foucault qui a été
Michel Foucault parlant de Pierre Boulez, qui a été intégré au recueil. Ensuite, alors, toujours à propos de Pierre Boulez, le tome 2 des points de repère. Alors je vous en parle après parce que l'autre m'intéressait plus dans les médias, qui est Regard sur autrui. On est dans la même collection, on est dans la même série, on est dans le même auteur, on est toujours dans un recueil, mais cette fois ce sont les textes de Pierre Boulez sur les autres compositeurs. Alors c'est très très large. Voilà, il parle autant de Debussy, de Schoenberg, d'Alban Berg, de Richard Wagner, enfin les noms, Webern, Messiaen, Berlioz, Liszt, Mahler, Debussy, je l'ai cité, Bartók, Stravinsky, etc., et Edgar Varèse. Donc très large, il embrasse vraiment un grand paquet d'auteurs. Il parle aussi d'Adorno, alors donc visiblement il ne parle pas que de compositeurs, ce qui est pas plus mal. Voilà. Toutes sortes de textes. Henri Michaud, René Char, on connaît le goût de Pierre Boulez pour la littérature. Alors, on est à 25 minutes de vidéo. On peut réussir à boucler avant les 30 minutes qui nous obligeraient à couper et remonter. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça peut durer très longtemps. Autre livre très différent. Voilà. Michael Freeman, qui est un photographe qui a fait un certain nombre d'ouvrages assez pédagogiques sur la photo. C'est des grands classiques, là c'est vraiment pas des ouvrages de niche, et on n'est vraiment pas dans quelque chose de très spécialisé. C'est vraiment la photographie en termes larges, mais comme justement moi, tête personnelle pour la photo de mariage, je me spécialise beaucoup, ça me fait du bien de lire ce genre d'ouvrage qui pourrait se dire que c'est destiné à un public qui démarre ou carrément pas du tout mon style de photo, mais au contraire, il y a un regard, j'apprends toujours plein de choses sur ces ouvrages-là, donc ça doit être le 3e ou 4e livre de cet auteur que je lis, j'apprends toujours des nouvelles choses intéressantes, et comme justement c'est des ouvrages très généralistes, ça permet de reprendre des points ou des choses qui auraient pu m'échapper justement dans cette spécialisation. Alors le but c'est pas d'être exhaustif, mais il y a des choses qui au contraire, qui justement viennent faire tilt et me rappeler ah bah oui, ce point là dans la photo j'y pense pas, j'en tiens pas assez compte, donc il faut vraiment que je me questionne, enfin en tout cas que je me pose des questions à ce propos. Donc c'est un ouvrage intéressant, je vous ai pas donné le titre. Qu'est-ce qu'une photo réussie? Alors titre à guicheur, mais c'est réellement intéressant. Les autres ouvrages de Michael Freeman que j'ai lus m'ont vraiment plu. Et voilà, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de connaissances sur la photo et beaucoup de références. Donc là-dessus, on peut pas se tromper en fait. Quand on connaît pas trop la photo, si on lit ça, on sait c'est une valeur sûre. Voilà. Après, évidemment, on peut aller plus loin, mais bon, il a une grande connaissance et dernier ouvrage, Walking Dead. Volume 5, voilà, je viens d'achever le volume 4 qui m'a encore bien secoué. Voilà, je vous rappelle que c'est l'ouvrage, que c'est la série, le comics, qui a servi de base à l'adaptation de la série télévisée Walking Dead, avec de gros écarts, comme dans toute adaptation d'une série existante en série télévisée, avec de gros écarts et des tas de personnages qui changent, certains qui sont fusionnés pour donner qu'un seul, et puis parfois le contraire. Avec des personnages qui sont vraiment très différents. Parfois c'est le seul point commun, c'est le moment de la rencontre au début de l'histoire avec les autres personnages, et puis c'est tout. Et le nom, ou le prénom. Et après, tout le reste est assez différent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à présent. Jusqu'à ce moment, on est à 28 minutes, alors un petit peu moins, parce que je sais qu'il y a des choses que je vais avoir à couper. J'espère ne pas avoir trop regardé dans mon retour, et tant pis, maintenant je vais pas refaire la vidéo, elle est quand même déjà assez longue. Voilà, je sais pas encore si ça sera en 1-2 parties, parce que j'ai des choses à insérer, je sais pas encore ce que je vais couper, mais là vu l'heure vu le timing, je pense qu'on est quand même parti pour une vidéo en 2 parties. Donc voilà, et je vous souhaite un bon canigou, et je vous dis à la prochaine.